Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre épisode sur le sexe au Moyen-Âge. Dans la première partie, nous avons parlé de la vision que l'Église portait sur les pratiques intimes tout au long de la période. Dans la deuxième partie, ce sont les pratiques elles-mêmes qui nous ont intéressés, en même temps que la vision médicale sur le sujet. Dans cette dernière partie, nous allons nous pencher sur un phénomène incontournable dans les pratiques sexuelles médiévales, la prostitution. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler qu'on va parler ici de pratiques issues d'une époque où notre vision moderne ne s'appliquait pas encore. Inutile donc de transposer au Moyen-Âge les débats actuels dont vous pouvez avoir connaissance sur la prostitution, que ce soit sur les personnes, sur l'activité elle-même ou sur le cadre dans lequel elle s'exerce. Puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Moyen-Âge est une période qui se place avant l'humanisme et le mouvement de construction des droits de l'homme. À cette époque, les rapports sociaux ne sont pas jugés selon les droits inhérents à tous les humains, mais selon le rang et la place que chacun doit tenir dans la société. En conséquence, l'être humain et sa dignité au sens large ne sont pas du tout la mesure des choses. Aujourd'hui, par exemple, les crimes les plus graves sont ceux qui portent atteinte à la personne elle-même, en particulier le meurtre et le viol. Au Moyen-Âge, au contraire, les crimes les plus graves sont ceux qui menacent la structure de la société, et non pas les individus eux-mêmes. Gardons donc cela en tête avant de nous intéresser à la prostitution médiévale. Alors, comme on l'a vu dans la première partie, le début du Moyen-Âge correspond à une période d'emprise croissante de l'Église sur la vie sexuelle des laïcs. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est finalement plus le couple que la prostitution qui est dans le viseur des clercs. On l'a dit, le but est d'imposer progressivement le mariage monogame et indissoluble. Évidemment, la prostitution fait plutôt partie du problème que de la solution, comme vous pouvez vous en douter, mais elle est condamnée au même titre que les célibataires qui forniqueraient gratuitement entre eux, par exemple. Ça n'empêche pas évidemment quelques petites frictions, comme en 630 par exemple à Palerme, où la ville a dû faire face à l'émeute de 300 prostituées après que le gouverneur byzantin ait décidé de nommer directeur des bains publics un ecclésiastique qui souhaitait y réduire la présence de la prostitution. Et oui, car le lien entre bain public et prostitution, c'est une constante au cours du Moyen-Âge. Alors, je vais pas vous faire la blague sur les amoureux qui se bécotent dans les bains publics, mais vous voyez l'idée. On appelle ces lieux des étuves, et durant toute la période, ils servent à la fois à se laver, à se délasser, et à entretenir, comme on disait à l'époque, un commerce charnel, que ce soit entre des amants ou avec des prostituées. Et en fait, dans cette longue période du Moyen-Âge, c'est à la charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle que la place prise par la prostitution va changer radicalement. En fait, pendant la période du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, la prostitution garde une place de tolérance, on va dire. Elle est présente partout, mais elle n'est jamais pleinement acceptée. À la fin du XIIIe siècle, au contraire, on va basculer dans une phase d'encouragement. Et la prostitution acquiert à cette époque une place véritablement centrale dans la société tardi-médiévale. Alors évidemment, la première question à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi cette charnière à la fin du XIIIe siècle ? Plusieurs éléments viennent modifier le regard que la société porte sur la prostitution. Le premier de ces éléments est démographique. Si vous avez écouté l'épisode sur la peste noire, vous vous souvenez que l'Europe atteint son maximum démographique à la fin du XIIIe siècle, justement. Les gens vivent plus longtemps, mais il est plus difficile de s'établir, puisqu'en fait, toutes les terres et toutes les places dans la société sont déjà utilisées. Les jeunes femmes et les jeunes hommes se trouvent donc sans activité pendant une durée prolongée. Pour faire face à ce problème, la date du mariage recule peu à peu, à la fois comme moyen de contraception et comme moyen de reculer le moment où il faudra quitter la maison et aller s'installer ailleurs. La durée du célibat s'allonge donc et avec elle le besoin d'occuper tous ces jeunes hommes
plein d'hormones. Oh, fou! Elle a des petits cœurs sur sa petite culotte. Super. Elle a des petits cœurs sur sa petite culotte. T'as même pas vu, puceau, mais regarde. Quoi, t'es une Fiat maintenant, grosse pédale. Et dans le même temps, d'ailleurs, les campagnes donnent naissance à de nombreuses jeunes filles qui ne trouvent pas à s'établir et dont certaines vont finir par se prostituer dans la ville voisine. Mais il n'y a pas que ces éléments démographiques. Avec les multiples crises de la fin du Moyen-Âge, les villes commencent à s'occuper d'activités qui ne faisaient pas vraiment partie de leurs compétences auparavant. Les fortifications et la défense, ou encore la médecine publique, on l'a aussi vu avec la peste noire. Les bourgeois qui gouvernent ces villes commencent donc à s'intéresser à la prostitution, à la fois comme une source de revenus pour payer tout ça, les fortifications, la défense, la médecine publique, mais aussi comme manière d'assurer les bonnes mœurs sur le territoire. Puisqu'en fait, à la fin du Moyen-Âge, avec la saignée démographique qui est liée à la fois à la peste noire et à la guerre, c'est un moment où les salaires augmentent. Et comme il est difficile de trouver des bras, on les paye de plus en plus cher. Et cette augmentation salariale va permettre à la classe moyenne, qui sont en fait les artisans, les boutiquiers, les paysans qui possèdent des terres, en fait, cette classe moyenne, elle va pouvoir s'offrir de nouveaux plaisirs, dont la compagnie féminine. Et donc, ça peut être une source de revenus intéressante pour les municipalités. Bref, à partir de la fin du XIIIe siècle, les villes médiévales se lancent dans le business de la prostitution. Et oui, ça paraît complètement hallucinant aujourd'hui, mais au XIVe et XVe siècle, il y avait des bordels municipaux. En réalité, les villes ne géraient pas elles-mêmes les bordels, c'était pas un agent municipal qui tamponnait à l'entrée, si vous me permettez l'expression, mais en fait, elles déléguaient ces bordels à des entrepreneurs, qui étaient quasi exclusivement des entrepreneuses en fait, des femmes qu'on appelait les abbesses. Comme quoi, on savait quand même rigoler au Moyen-Âge. La ville en fait signait un bail avec l'abbesse qui lui permettait d'encadrer la pratique. En gros, l'abbesse avait la charge de recruter et d'entretenir les filles qu'elle prostituait, et elle devait garantir les bonnes mœurs. Cette dernière obligation voulait en fait surtout dire éviter les bagarres et les violences, puisque les interdits étaient plutôt faibles. À Dijon, par exemple, les bordels avaient même le droit d'ouvrir le dimanche, à condition qu'il n'y ait pas d'activité pendant la messe du matin. Quand même pas déconner. En ce qui concerne le recrutement, justement, beaucoup de prostituées étaient très jeunes et venaient soit de la ville elle-même, soit des campagnes environnantes. L'âge moyen d'entrée dans les bordels français au XIVe et XVe siècle était de 17 ans, donc quand même assez jeune. Le premier facteur de recrutement, c'était bien entendu la misère. En vendant leur corps, les jeunes filles pouvaient bénéficier d'un salaire et d'un logement. Elles rentraient également dans une sociabilité professionnelle très réglementée. Réglementée par les villes elles-mêmes déjà, qui imposaient le port d'une aiguillette, c'est-à-dire d'un petit cordon, et le port des cheveux détachés pour signifier leur statut et pour que tout le monde puisse le voir, mais réglementée par les prostituées elles-mêmes également, qui travaillaient selon un code très strict. Par exemple, interdiction de recevoir 2 personnes de la même famille en même temps et interdiction de recevoir des garçons trop jeunes. Il est mignon, moustachu. Il est un peu vieux quand même. Mais non, l'autre. Oh non, trop gros. Tu fais exprès ou quoi? Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les maisons de passe médiévales, c'était pas des lieux de débauche. Les écrits qui sont issus des procès qui étaient faits de temps en temps aux tenancières des bordels montrent que les pratiques sexuelles n'étaient pas plus transgressives que dans le cadre du couple. À la fin du Moyen-Âge, on va voir ça, je vous l'expliquerai à la fin de l'épisode, les pratiques sexuelles sont de plus en plus réglementées. Par exemple, de nombreuses villes avaient interdit la sodomie, mais c'était pas forcément le cas au début du XIVe et au début du XVe. Alors, pourquoi des écrits issus de procès? Parce que oui, il y avait quand même des procès de temps en temps. En fait, comme pour beaucoup d'autres activités dans les villes médiévales, la prostitution était encouragée dans les faits, mais de temps en temps, elle était conspuée pour faire bonne mesure et pour conserver en fait une façade de moralité. Jacques Rossiau, qui est un historien qui a beaucoup étudié la prostitution en France à la fin du Moyen-Âge, l'explique d'ailleurs dans l'un de ses livres. Il disait qu'il suffisait d'un discours enflammé d'un grand prédicateur pour qu'on fasse d'un seul coup un procès pour violence ou pour fornication à la tenancière de tel ou tel bordel. Il dit alors qu'on feignait de découvrir les crimes des maquerelles et les turpitudes des étuvistes. Mais aussitôt que le prédicateur avait quitté la ville, la quiétude était de retour et les affaires poursuivaient leur cours.
Alors, si les bordels conservent durant les 2 siècles cette place éminente dans les villes européennes, c'est aussi parce qu'ils sont un lieu de brassage social. Qu'il s'agisse des étuves ou des chambres, toutes les couches de la société s'y croisent et s'y rencontrent. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'établissements honteux qui seraient relégués hors des villes. À Dijon, par exemple, dans le recensement de 1485, on compte 18 bordels, dont 15 sont installés à l'intérieur des murs de la ville. Et les tenancières, en fait, pour la plupart, ont pignon sur rue. Je rappelle que ce sont quand même des entrepreneuses qui ont un bail avec la municipalité, donc c'est pas n'importe qui. Et elles sont issues, en fait, pour la plupart, de la classe moyenne, des artisans et des petits bourgeois. Mais surtout, les autorités municipales pensent que les bordels jouent un rôle dans la tranquillité publique. En effet, les bandes de jeunes célibataires désœuvrés sont un véritable problème pour les autorités municipales au XIVe et au XVe siècle. Les cas de viol sont nombreux et plusieurs procès témoignent par exemple des exactions de ces jeunes qui entrent par effraction dans les maisons pour violer les femmes et tabasser ceux qui s'opposent à eux. À Dijon au XVe siècle par exemple, on recense environ 20 viols collectifs de ce type chaque année. La solution à ces crimes passe par des solidarités de quartier, soit des associations de paroisse, soit des guildes professionnelles qui sont au Moyen-Âge le lieu naturel où se règlent les conflits dans les villes. On voit se créer petit à petit des sortes d'associations où les jeunes célibataires sont encadrés et canalisés par des hommes plus âgés. C'est ce qu'on appelle des abbayes de jeunesse. Une grande partie des activités de ces abbayes de jeunesse se déroulent au bordel, justement, ce qui arrange finalement tout le monde, hormis peut-être les prostituées elles-mêmes. Puisque certaines d'entre elles sont en effet d'anciennes servantes ou filles d'artisans que le déshonneur d'un viol collectif a obligé à se prostituer. Un cercle vicieux qui ne laisse aucune chance de sortie aux victimes. Dès la fin du XVe siècle, pourtant, l'époque des bordels municipaux touche à sa fin. Les règlements publics se font de plus en plus stricts contre les étuves et les maisons de passe. Elles se retrouvent reléguées en bordure des remparts et considérées de plus en plus comme des activités honteuses. Et elles finiront même par disparaître totalement au début du XVIe siècle, les bordels municipaux en tant que tels. Les raisons en fait de ce revirement sont le miroir de celles qui ont permis l'essor de la prostitution municipale. À la fin du XVe siècle, les salaires commencent à nouveau à baisser et la misère se fait à nouveau sentir. Beaucoup de filles viennent de la campagne pour vendre leur charme dans la rue, hors de tout encadrement réglementaire. Les débordements qui sont liés à cette pratique illégale de la prostitution poussent les villes à durcir leurs règlements et à abandonner peu à peu la gestion de cette activité. C'est aussi à ce moment-là que la prostitution commence de plus en plus à devenir une affaire de maquereau, une affaire illégale, et où en fait il y a tout un réseau qui va s'organiser, alors qu'auparavant on était sur des bordels municipaux officiels. La prostitution continue donc à faire partie intégrante de la société, même après sa réprobation publique. Puisqu'en France, les dernières maisons closes sont fermées officiellement en 1946 dans le sillage de la loi dite Marthe-Richard, qui abolit le système de prostitution réglementé qui existait jusqu'alors. Voilà, donc c'est sur cette dernière partie consacrée à la prostitution que je conclus cet épisode sur le sexe au Moyen-Âge. Alors, bien entendu, couvrir un tel sujet en un seul épisode est impossible, et d'ailleurs je n'ai pas du tout cherché à être exhaustif. J'espère juste que ces 3 parties vous auront permis de mieux comprendre la façon dont le sexe était pensé, mais aussi vécu au Moyen-Âge. Beaucoup reste encore à dire sur le sujet, mais vous inquiétez pas, je garde ça pour de futurs épisodes. Merci encore d'avoir écouté ce 5e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour faire connaître le podcast autour de vous. Vous trouverez l'ensemble des musiques et des sources utilisées pour l'épisode dans la description, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast.
Alors, après ce petit détour par le monde domestique, plein de câlins et de doux sentiments, on va revenir dans le prochain épisode à des événements un petit peu moins agréables. Préparez la crème solaire indice 50, car je vous emmène au Moyen-Orient pour suivre la vie de l'un des sultans médiévaux les plus connus en Europe, Salah al-Din, qu'on appelle chez nous Saladin. Était-il le parfait chevalier décrit par les sources occidentales et orientales, forçant le respect des rois chrétiens qui l'ont affronté lors des croisades, ou n'était-il qu'un prince comme les autres dont la légende a dépassé la vie réelle ? Vous le découvrirez dans ce prochain épisode qui sent bon le sable chaud et la sueur des chevaliers croisés engoncés dans leurs armures sous le soleil éreintant de l'Orient. À la prochaine!